Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je suis ravie de vous recevoir parce que votre parcours, vos différentes casquettes en tant qu'élu, vont nous permettre d'aborder l'aménagement à différentes échelles. Alors, d'abord vous présenter, vous êtes vice-président de la région Île-de-France, chargé du logement, de l'aménagement durable et du SDRIF-E, on va bien sûr en parler. Vous êtes également président de l'EPFIF, l'établissement public foncier de Île-de-France, un opérateur majeur en Île-de-France. Et vous êtes également président de Grand Paris Aménagement, qui est aussi un aménageur essentiel pour la région. Et enfin, donc depuis 2012, vous êtes maire de Mennecy, une ville située dans l'est de l'Essonne, qui compte 16 000 habitants et qui fait partie de la communauté de communes Val d'Essonne, c'est ça? Oui, 2011. 2011, très bien, je vous remercie. Donc votre regard est tout à la fois celui d'un élu local et régional, et se situe à la fois sur un champ stratégique et opérationnel, puisque GPA, c'est actuellement 80 opérations actives en Île-de-France, et que l'EPFIF porte le foncier pour le compte de collectivités locales dans les 8 départements de la région. Donc ça va être extrêmement intéressant pour nous. Le fil rouge un petit peu de cette discussion, et moi ce qui m'anime, c'est de voir comment on peut repolitiser l'aménagement à l'échelle du territoire. Mais d'abord, on va peut-être commencer par parler du défi de l'aménagement à l'échelle de la région et dans un contexte ZAN, c'est-à-dire comment on arrive à concilier à la fois l'attractivité du territoire et ces notions de sobriété. Donc la révision du SDRIF a été menée au moment de la loi Climat et Résilience, qui a mis au cœur du débat l'objectif ZAN. Le SDRIF-E a été très clair, affirme un positionnement vraiment clair sur la sobriété foncière et en continuité avec la trajectoire précédente, puisque la région a diminué par 4 la consommation foncière en 20 ans. Et enfin, la région a choisi de mener une très large concertation dans les territoires, en particulier avec les élus. Ça nous intéresse beaucoup de savoir comment vous l'avez menée. Et donc, il y a eu une mobilisation importante des élus locaux, de très nombreuses contributions citoyennes qui ont animé les débats. Donc, je souhaiterais d'abord, avant de rentrer un peu dans le détail de la concertation SDRIF-E et de la manière dont vous avez mené les débats, je souhaiterais savoir si les nouvelles dispositions sur le ZAN, notamment la loi TRACE, donc trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, une nouvelle proposition de loi qui a été votée par le Sénat d'ailleurs en février dernier, et qui est clairement un détricotage de la loi ZAN. Est-ce que ces nouvelles dispositions ne mettent pas en difficulté ce que vous avez voté au niveau du SDRIF-E en termes de sobriété? Alors, moi, à titre personnel et en tant que francilien, je suis assez défavorable à la loi TRACE. Déjà, parce que je considère qu'elle va à rebours de l'histoire. Quand on voit les catastrophes naturelles qu'on subit, enfin, c'était le Pas-de-Calais et le Nord il y a quelques mois, l'Ille-et-Vilaine qui a connu sur tout le secteur de Redon des inondations comme on n'en a jamais eu, aller détricoter profondément la loi de 2001 issue de la Convention citoyenne sur le zéro artificialisation nette est quelque chose qui me semble être une erreur. Après, si on regarde les choses très clairement, la loi ZAN de 2021 est une loi qui a été mal créée, qui techniquement ne tourne pas, qui a été une loi votée dans l'urgence, sans aucune étude d'impact, et donc qui a énormément de carences, et notamment qui ne prévoit pas le volet de l'accompagnement financier d'une trajectoire qui coûte plus cher. Et une trajectoire qui coûte plus cher, c'est créer des situations de non-logement pour les gens. C'est pas la question de que ça coûte cher pour l'État, c'est ça coûte cher pour les citoyens et pour les Français les plus modestes. La loi de 2021 a été d'ailleurs tellement mal fichue, tellement mal votée, tellement mal construite, que
2 ans après, elle a fait l'objet d'une première adaptation, puisque la loi qui pose Lausanne, c'est août 2021. On a une première modification en juillet 2023. La loi Trace, qui vient d'être adoptée au Sénat et qui va passer à l'Assemblée nationale, qui aura probablement beaucoup de difficultés à être adoptée par l'Assemblée nationale, parce que les majorités ne sont pas les mêmes. En fait, comporte 5 articles. Sur ces 5 articles, il y a des articles de bon sens qui viennent assouplir ou permettre de faire tourner ce dispositif. Et puis, il y a 3 articles qui, pour moi, sont, s'ils étaient votés tels quels, alors ça va être toute la question de la discussion parlementaire, viennent détruire la trajectoire, l'ambition du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire de la réduction de notre empreinte foncière. Alors, moi, je fais confiance à la discussion parlementaire pour qu'on arrive à trouver un point de passage en ne revenant pas sur quelque chose qui est extrêmement important. Après, quand on a dit ça, la région Île-de-France est un objet à part dans le pays. On est déjà la région qui artificialisons le moins. Il n'y a pas une région qui artificialise aussi peu que la région Île-de-France. On est la région la plus en avance, puisqu'on est la première région à avoir adopter notre schéma directeur comme l'impose la loi 3C qui a été votée en septembre 2024. On est une des régions les plus ambitieuses, enfin la région la plus ambitieuse d'ailleurs sur cet impact. Et la réalité de cette loi Trace, c'est qu'elle devrait nous impacter assez peu. Déjà, nous souhaitons que c'est une loi qui est portée par des sénateurs des régions de France, pas des sénateurs franciliens. S'ils veulent faire assouplir, casser les choses dans les régions, c'est leur sujet, mais qui ne viennent pas casser ce qu'on a fait en Île-de-France, dans cette région monde où on a fait cet effort et qui a été accepté, compris et voulu par tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien les acteurs économiques que les acteurs politiques, que les acteurs associatifs, où on a réussi à trouver des équilibres. Alors, techniquement, le SDRIF sera définitivement adopté après passage en Conseil d'État. Il est en cours d'examen par le Conseil d'État, donc je pense qu'avril-mai, il devrait être définitivement adopté, c'est avant la loi Trace. C'est-à-dire que la loi Trace devrait ne pas venir percuter notre document. Ça n'impacterait pas du tout. A priori, on est quand même en train de regarder ça de manière assez fine. Mais la région Île-de-France a depuis 40 ans des statuts dérogatoires. Si la loi Trace devait revenir profondément sur Lausanne, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils fassent ce qu'ils veulent pour les régions, qui ne viennent pas casser ce qui a été fait en Île-de-France, qui est un modèle au sein du pays et au sein de l'Union européenne et du monde. Il faut quand même mesurer que, et ce qui est vrai, ce que disent les opposants au ZAN, la France est le pays qui a la réglementation en faveur du zéro artificialisation nette la plus ambitieuse, la plus contraignante. Il n'y a pas un pays au monde, beaucoup de pays commencent à se poser cette question-là quand on fait un peu de benchmark avec nos voisins européens, avec les grands pays développés. Beaucoup vont vers cette logique de réduire l'empreinte qui est l'empreinte humaine en termes de consommation d'espace, de consommation de terres naturelles. Mais aucun ne va aussi loin que ne va la France. Et au sein de la France, aucun ne va aussi loin que ce que fait l'Île-de-France. Je rappelle quand même que nous sommes la région la plus dense de l'Union européenne, que l'Île-de-France, c'est 4% du territoire. Et sur ces 4% du territoire, c'est 18% de la population, 30% du PIB, et c'est moins de 4% de l'artificialisation globale. Oui. Non, c'est très... Oui, la région Île-de-France est déjà très vertueuse sur ce sujet-là et depuis quelques années, puisque ça date du SDRIF 2013 même. Ça l'a toujours été, en fait. On peut remonter au début des années 80. En fait, pourquoi qu'est-ce qui vient percuter ce pays avec la loi ZAN? C'est que la loi ZAN impose aux régions de se saisir des problématiques d'aménagement, c'est-à-dire de quantifier ce qui peut être fait, de quantifier ce qui peut être développé, ce qui peut être artificialisé, ce qui doit être désartificialisé, et de le quantifier en le territorialisant. Ça, c'est jamais fait dans les régions de France. Donc, d'une part, la loi de 2021, modifiée en 2023, peut-être modifiée en 2025, vient dire aux régions, il faut que vous vous empariez d'une cartographie avec une territorialisation de l'extension urbaine, chose que vous n'aviez jamais fait, et en plus,
en réduisant cette empreinte d'artificialisation qui est absolument énorme. Quand on prend certaines régions comme la Bretagne ou Auras, on est à plus de 3000 hectares par an. La région Île-de-France, c'était 775. Vous voyez, 4 fois plus pour des populations qui sont 2 à 3 fois plus faibles. Bien sûr. Le ratio est absolument énorme. Donc, on a ça qui vient percuter le système. En Île-de-France, depuis la fin des années 70, début des années 80, il y a toujours eu un schéma d'aménagement porté au niveau régional, avec une territorialisation. Donc ce choc culturel-là, c'est vrai qu'il n'existait pas. Alors au début des années 80, c'était l'État qui le portait au travers du SDORIF, et puis petit à petit, la décentralisation a fait que ça a été l'État et la région qui le coportaient. Ça a été le cas du SDRIF de 2013. Aujourd'hui, c'est la région qui le porte intégralement seule, l'État étant devenu une personne public associé, mais n'étant plus en coétablissement. Mais la logique d'un aménagement décidé à l'échelon régional, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Pour les autres régions, c'est une nouveauté. Oui, bien sûr. Oui, ça fait toute la différence. Malgré tout, et c'est certainement ce qui explique que vous avez pu mener des concertations vraiment très ambitieuses. Et on le disait en introduction, vous avez mené de très très nombreuses réunions avec les élus dans tous les départements et que ça mobilise vraiment les élus en fait. J'aimerais savoir, malgré tout, malgré cette culture où la région a l'habitude de planifier de cette manière, comment les élus ont réagi par rapport à cette nouvelle injonction de sobriété foncière par cette loi ZAN. On est en plein débat, je le redis, la loi climat et résilience, j'imagine quand même que ça n'a pas été très très simple d'aller dans les territoires expliquer qu'il fallait encore réduire, alors qu'on était déjà vertueux, encore réduire de manière supplémentaire la sobriété foncière. Comment ça a réagi ? Alors, c'est toujours très compliqué. On a eu des centaines de réunions dans les territoires, mais là encore, il n'y a pas d'uniformité. Une région comme l'Île-de-France, c'est 12 300 000 habitants, c'est-à-dire c'est un pays, c'est plus d'habitants que la Belgique ou la Suisse. C'est des réalités territoriales totalement différentes, enfin selon qu'on parle de Paris, de la Petite Couronne, de secteurs qui font l'objet de plans de restructuration urbaine ou qu'on parle de la campagne, quand on est dans le Vexin, quand on est dans le Gâtinais. L'Île-de-France, c'est des réalités totalement différentes. C'est une mini-France d'une certaine manière. Et la réalité, c'est qu'il y a, à mon avis, 3 points sur cette concertation qu'on a portée. Déjà, pour beaucoup d'élus, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à appréhender. Parce que la loi ZAN, la loi 3C telle qu'elle a été faite, est d'une complexité extrêmement forte et pour beaucoup d'élus dans des petites communes, mais parfois même dans des communes un peu plus importantes, appréhender, maîtriser le sujet est quelque chose d'extrêmement complexe. Aujourd'hui encore, quand on parle du ZAN, pour beaucoup d'élus, le ZAN, c'est quelque chose tout de suite, maintenant, ce qui est souvent d'ailleurs poussé par les services de l'État qui suranticipent la norme. Non, le ZAN, c'est un zéro artificialisation nette à 2050, c'est pas à date d'aujourd'hui. Le ZAN, c'est la façon dont on réduit, décennie par décennie, notre trajectoire, dont on réduit nos extensions pour arriver à ce stade à 2050. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien aujourd'hui. Le ZAN, c'est pas quelque chose, et c'est la question même de l'aménagement, qui est linéaire, qui se fait partout. Le ZAN, il y a des territoires qui perdent beaucoup de droits à construire, d'autres qui peuvent en gagner. Qui peuvent même s'en voir attribuer plus. C'est le choix de l'aménagement. L'aménagement, c'est vous avez une enveloppe que vous répartissez. Cette enveloppe, elle est plus petite, mais c'est le choix de savoir où est-ce que vous faites porter vos possibilités. L'aménagement, c'est les choix. Et encore une fois, pour beaucoup d'élus aujourd'hui, c'est considéré comme si c'était quelque chose de totalement linéaire, alors que c'est pas le cas. Ce qu'on a souhaité en Île-de-France, c'est travailler sur une polarité renforcée. C'est travailler sur des centralités extérieures à Paris qui bénéficient de plus de droits à construire pour pouvoir garder une attractivité extrêmement forte, pour pouvoir garder des polarités où on arrive à concentrer à la fois du logement, de l'emploi, des services publics, une offre étudiante, des offres de soins. C'est ce travail sur les polarités qu'on a souhaité faire. Mais quand on a dit ça, c'est quelque chose de très complexe. Après, on a eu 2 types de réactions, mais ce qui, je pense, est assez clairement francilien de la part des élus. Pour certains, c'est une volonté quasiment de dire je ne veux plus d'extension urbaine parce que je ne veux plus construire. Et c'est
souvent d'ailleurs une incompréhension. Les gens assimilent le zéro artificialisation nette au zéro construction nette, notamment des communes qui peuvent être touchées par la loi SRU. Le zéro artificialisation, ça ne veut pas dire zéro construction, y compris de la part de l'État. Quand vous êtes carencé, ça veut dire recomposition urbaine. Mais il y a souvent cette espèce de misfit, si vous me passez l'expression. Mais donc certains élus qui sont dans une logique assez malthusienne de dire de toute façon je ne veux plus construire, je ne veux plus rien faire, on a trop grossi, donc moi si j'ai pu, ça ne me gêne plus. Y compris quand eux-mêmes ont des problèmes qu'ils ne pourront pas gérer sur des questions à courte vue. Et là, c'est presque d'expliquer, mais vous ne pouvez pas faire ça, parce que si vous faites ça, vous allez tuer durablement le développement de votre commune ou de votre territoire. Et puis l'autre sujet, c'est à l'inverse, pour beaucoup de communes, de se dire, mais si on n'a plus aucune possibilité d'extension urbaine, on va mourir. Parce que dans un village, quand il n'y a pas un minimum de construction, c'est l'école qui ferme, c'est le dernier commerce qui ferme. Lorsque l'on est une commune qui est touchée par la loi SRU, on a 10 ou 15% de logements sociaux où l'État impose de monter à 25% avec à la clé des sanctions financières, des sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait de permis de construire prise en charge par l'État à la place des communes. Si vous avez zéro extension urbaine, alors que vous avez 600, 800 logements, 1000 logements à faire, pour peu que vous ayez des secteurs qui soient protégés par les bâtiments de France, des secteurs qui soient classés en zone inondable, vous n'avez pas la possibilité de le faire. C'est des injonctions contradictoires. Donc c'est vraiment un travail qu'on a fait avec dans la dentelle, en descendant dans chaque département, dans chaque agglomération, pour essayer de déterminer, ça a été 2 ans et demi de travail, de garantir à chaque territoire la possibilité de se développer. Et par exemple, on a inventé quelque chose en Île-de-France qui a été repris dans la loi de 2023, mais qu'on avait sorti avant, c'était le bouclier rural, la garantie rurale. C'est-à-dire qu'on garantit à chaque commune d'avoir au moins 1 hectare pour les 20 ans qui viennent. Parce qu'un village qui aurait 0 hectare, c'est un village qui meurt. Donc le débat quand même autour du ZAN, de manière un peu caricaturale, il est les villes et la ruralité, quoi. C'est-à-dire les villes qui sont plutôt d'accord pour ne plus construire ou ne plus s'étendre parce que c'est déjà très dense, et la ruralité qui le voit comme un levier d'attractivité. En Île-de-France, le ZAN, c'est une question de grande couronne. Beaucoup plus que de petites couronnes. Et c'est ce qu'on retrouve à l'échelle du pays, entre les régions, et notamment les régions rurales, et l'Île-de-France, ou des régions beaucoup plus denses, qui sont sujettes à des faits métropolitains. Vous savez, qui ne semblaient pas concernés par le ZAN. Le zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on ouvre 10 500, 10 600 hectares à l'artificialisation dans les 20 ans qui viennent. 3 fois moins que ce qui était autorisé en 2013. Et en fait, sur ces 10 600 hectares, il y en a à peine 200 qui concernent la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire le secteur intra-A86. Donc on mesure bien que c'est une question de grande couronne. La question en petite couronne, il est déjà celui de la compensation, de la récupération d'espace, du travail sur des dents creuses, de la réintensification urbaine. De la désimperméabilisation. Et de la désimperméabilisation par endroit. En grande couronne, la question est assez différente. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de revendications, j'aime pas trop ce terme, mais quand même, de revendications de la part d'élus justement en deuxième couronne, de craintes, vraiment d'arguments, et que vous avez pu intégrer dans les dernières versions du SDRIF-E comme un gage donné? On pourrait vous en donner énormément. Si vous prenez un exemple de la commune de Morigny-Champigny, à côté d'Étampes, commune de 4000 habitants environ, qui s'est vue concernée par la SRU depuis maintenant 5 ou 6 ans. Il ne l'était pas avant, et puis les changements de cartographie ont fait qu'ils l'ont. C'est une commune aujourd'hui qui a 0,5% de logements sociaux, qui est la plus grande commune territorialement de l'Essonne, mais sur des terres quasiment intégralement protégées, parce que terre agricole, parce que l'enceinte de ce qui était un gros bourg, village, et puis qui a grandi sur du secteur pavillonnaire, vous êtes traversé par un cours d'eau avec des zones inondables, vous avez l'église et donc les périmètres protégés par les bâtiments de France, une commune qui donc qui se retrouve sans possibilité d'extension urbaine alors qu'elle a à faire plusieurs centaines de logements pour répondre à la loi, qui dans le même temps souffre et
considérés comme carencés par l'État se voient appliquer des pénalités qui se chiffrent en plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est véritablement une commune sur laquelle on a travaillé avec eux la main dans la main parce qu'ils avaient mis en place un certain nombre d'OAP, des orientations d'aménagement programmées dans le cadre de leur PLU pour pouvoir répondre aux injonctions de l'État. Et on a été amené à travailler avec eux pour pouvoir leur permettre d'avoir un minimum d'extension urbaine pour pouvoir satisfaire aux injonctions de l'État. On l'a fait très concrètement en les rattachant au pôle de centralité d'Étampes pour pouvoir leur donner un peu plus d'extension urbaine, en retravaillant en lien avec la Chambre d'agriculture, parce que c'est aussi des négociations très fines à avoir sur la protection des terres agricoles, les limites des fronts verts, c'est-à-dire des limites d'extension urbaine, mais pour permettre à cette commune de ne pas se retrouver dans une situation d'avoir une injonction de l'État, on vous oblige à construire, et de l'autre, une impossibilité de le faire, ou de mettre 40 ans à le faire en ne pouvant faire que des rachats de pavillons pour les démolir, pour aller reconstruire à la place, ce qui est totalement traumatisant en zone rurale. Ça, c'est par exemple un exemple concret de ce qui a pu être fait en Grande Couronne. On pourrait parler toujours en Grande Couronne de 10 hectares qu'on a pu sauver suite à une discussion là encore avec la Chambre d'agriculture, la communauté de communes de l'Étampois et la commune d'Angerville sur une zone de développement économique qui n'aurait pas pu être sauvée autrement. Lorsque l'on est à Angerville, on est à la limite du Loiret, on est juste de l'autre côté de la frontière et on est sur des secteurs où le sujet principal, eh bien, c'est la carence entre le ratio emploi-logement et donc le besoin de ramener un peu de développement économique pour ramener de la qualité de vie. Parce que si on ne le fait pas, on condamne les gens à aller travailler à Paris ou en Petite Couronne, on alourdit le bilan carbone. Vous voyez, c'est tout cet équilibre qu'on a essayé de trouver. Et tout ça, c'est des sujets qui ont pu être faits à force de réunions, à force de travail de dentelle. Je vous ai pris ces 2 exemples essonniens, mais on pourrait prendre des exemples dans le Val d'Oise, les Yvelines ou la Seine-et-Marne. C'est des dizaines d'arbitrages qu'on a été amenés à faire. Et donc, au gré des réunions, comme ça, il y a des cas très concrets qui sortent et vous travaillez sur mesure dans la dentelle avec chacun des élus. Avec une enveloppe extrêmement contrainte. D'accord. Et avec, oui, tout à fait, une enveloppe. Extrêmement contrainte, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Est-ce qu'il y a eu des arbitrages beaucoup plus compliqués ou impossibles ? Il y a toujours des arbitrages compliqués. Après, on n'a pas pu donner satisfaction intégralement à tout le monde. On a posé très clairement dès le début la règle du jeu, qui est de dire on doit diviser par 3 à l'échelle globale et régionale. Donc chacun va devoir faire des efforts. Et puis après, ça a été aussi d'essayer de jouer carte sur table, d'avoir une logique de vérité. De quoi ont véritablement besoin les communes pour... Donc c'est aussi ce jeu de vérité qu'on a eu en échangeant avec eux, en expertisant ce qui était demandé par les communes, en le croisant avec ce que nous donnaient les services de l'État ou les données qu'on pouvait avoir. Et puis, vous savez, on a 2 types d'extensions urbaines ouvertes dans le SDRIF. Vous avez en fait d'une part ce qu'on appelle le PNC, le potentiel non cartographié. Chaque commune dispose au moins d'1 hectare, c'est la garantie rurale, parfois de plus. Il y a des communes qui vont avoir 5, 10, 20, 25 hectares de potentiel non cartographié. Alors ça dépend de leur taille, de leur commune. En fait, c'est un système très arithmétique qui permet de donner à chaque commune un potentiel d'extension. Et ça, ils font ce qu'ils veulent dessus. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des pastilles. Des pastilles, c'est des pastilles de 10 ou de 25 hectares qui sont positionnées. Ça, c'est le choix d'aménagement de la région. Et ces pastilles, elles peuvent être réservées à de l'industrie ou elles peuvent être ouvertes de manière mixte pour du logement, de l'activité économique. Et ces choix de pastilles, c'est de déterminer où est-ce qu'on fait porter des efforts. Et quand on a des secteurs comme Saclay, comme tout le développement de l'EPA Marne ou de l'EPA Sénart autour de Villaroche, là-dessus, on a été amené à mettre des pastilles pour permettre, en localisant précisément, des projets d'intérêt régionaux, des projets lourds de se faire. Mais sur ces pastilles, on a aussi imposé un minimum d'intensité urbaine. Parce qu'à partir de ce qui est rare vaut cher. Et donc, ça a aussi été un moyen parfois que des communes nous disent finalement, on ne va pas prendre. Parce que quand vous imposez sur des pastilles un minimum de 45 logements à l'hectare ou un minimum d'intensité urbaine supérieure à la moyenne de l'intensité urbaine existant déjà, il y a des communes qui finalement vous disent, comme on veut bien les avantages, mais pas les inconvénients ou pas les difficultés, finalement on fera sans. Donc c'était aussi un moyen de discuter là-dessus.
Est-ce que, malgré la culture qu'ont les élus en Île-de-France, de ce SDRIF et de cette planification à l'échelle régionale, est-ce que c'est quand même pas perçu, et notamment à des moments où il y a des contraintes encore supplémentaires avec cette sobriété, est-ce que c'est pas perçu comme une centralisation finalement de la planification versus région, mais ça reste... vous comprenez ce que je veux dire ? Ce sentiment de centralisation qui passe assez mal et qui est détricoté par la loi Trace, c'est véritablement ce qui est ressenti dans les régions, beaucoup plus qu'en Île-de-France. La réalité, c'est que la compétence aménagement, elle n'appartient plus au département depuis des années, elle appartient aux régions et aux intercommunalités. Et en fait, la loi Trace revient sur une forme de départementalisation, alors même que les départements n'ont plus la compétence. La réalité, c'est que sur la région Île-de-France, cette centralisation, elle existe, que je vous disais tout à l'heure, depuis plus de 40 ans. Donc, elle n'a pas été perçue de la même manière. Par contre, la réalité de l'approche, c'est que la nécessité, le besoin d'extension urbaine est extrêmement fort, prégnant et revendiqué en Grande Couronne, là où il est beaucoup plus faible et où la question, c'est plutôt celle effectivement de la reconquête d'espace, de la renaturation d'espace en Petite Couronne. C'est véritablement cette bascule qu'on a eue. Après, l'Île-de-France a quand même une caractéristique aussi assez forte, c'est que nous sommes la région de France qui avons le moins de SCOT. C'est-à-dire, en fait, c'est que les intercommunalités qui ont les compétences aménagement sont censées l'exercer au travers des SCOT, donc les schémas, on va dire les PLU intercommunaux, et l'Île-de-France est la région qui a le moins de SCOT, parce que les intercommunalités, depuis la loi Chevènement de 1999, se sont en fait assez peu emparées du sujet, aussi parce qu'il y avait cette centralisation régionale. Et nous, on donne la possibilité aux intercommunalités, au niveau du local, de procéder à des échanges fonciers. C'est-à-dire tout ce qui est, je vous disais tout à l'heure, le potentiel non cartographié, bien, il peut être mutualisé au sein d'un SCOT. C'est-à-dire qu'une intercommunalité qui dit on a 20 communes et puis toutes les communes, il y a celles qui ont 1 hectare, 2 hectares, enfin on a au total 20 communes, on a 100 hectares potentiels, on souhaite le répartir différemment parce qu'on considère que l'effort de logement doit être porté sur tel secteur, l'effort de développement économique sur tel secteur, elle peut le faire. Est-ce que ça a été beaucoup utilisé ? Ça va l'être. C'est aussi pour nous un moyen d'inciter là où il n'y a pas de SCOT, là où les intercommunalités ne se sont pas emparées de ce sujet, c'est aussi l'occasion pour elles de le faire. Côté habitants, donc on a parlé beaucoup de la concertation avec les élus, il y a aussi des contributions habitants. Vous avez mené des réunions aussi avec les habitants. Quelles sont les contributions essentielles des habitants ? Quelles sont les préoccupations essentielles des habitants en matière de planification ? Alors, on va avoir sur les franciliens 2 types de remarques. Soit c'est des remarques très, catégorielles ou politiques, souvent relayées par des associations, et notamment sur des associations qui sont très maximalistes, qui auraient souhaité qu'on aille même au-delà des obligations légales actuelles. C'est la question du ZAB, le zéro artificialisation brute. C'est vraiment des questions très dogmatiques, souvent, où le sujet, moi je les inviterais aujourd'hui plutôt à s'intéresser à la loi Trace qui vient détricoter la loi ZAN qu'à s'intéresser au SDRIF qui va extrêmement loin. Mais souvent, soit des logiques vraiment idéologiques qui sont parfaitement respectables, avec toutes les difficultés de mise en œuvre que ça peut avoir, soit des questions très territorialisées, avec 5 ou 6 points qui ont pu être amenés à concentrer la plupart des demandes individuelles. Et quand on va parler des questions des centres pénitentiaires, notamment à Noiseau ou Magnanville, la question des questions polémiques comme le BIP dans le 95, le pont d'Atis, voilà, c'est vraiment des sujets locaux qui ont été amenés, mais comme c'est souvent le cas quand on a un PLU, un SCOT, un document d'urbanisme qui est mis en concertation, c'est vraiment soit une logique très transversale et politique, soit des logiques très localisées sur mon territoire. Il y a ce projet-là
que je soutiens ou qui, au contraire, m'inquiètent fortement et qui génèrent une mobilisation. Vous disiez, dans une des interviews que j'ai pu lire, que 90% des contributions que vous aviez eues portaient sur, en gros, une dizaine de sujets. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lister rapidement quelques très sujets ? Clairement, les centres pénitentiaires en général, ouais, c'est avec que l'État porte 5 centres pénitentiaires en Île-de-France, alors qu'on chacun a eu leur dose de succès, mais avec 2 qui ont principalement porté les débats sur Noiseau et Magnanville, quelques sujets sur des infrastructures ou des axes routiers, la question du BIB dans le Val d'Oise, je vous le disais tout à l'heure, le pont d'Atis qui a fait partie des sujets assez lourds. Voilà, c'est vraiment des sujets, on a dû en avoir d'autres, là, mais comme ça à la volée, bien sûr. Mais vraiment dans les sujets territorialisés, ça fait partie des points très forts. Ce qui est aussi un moyen de mesurer la réalité de l'acceptabilité. Oui. Parce qu'en fait, la question des habitants, des franciliens, elle est vraiment localisée sur quelques sujets dont on voit bien qu'ils sont extrêmement mal perçus. Et si on revient sur Noiseau et Magnanville, ça nous a amené à aller contre ce que demandait l'État, qui était de permettre ou de favoriser l'implantation de ces sites. Ouais. Alors, sur Noiseau, nous ne permettons pas, dans le cadre du SDRIF, la création du centre pénitentiaire. La réalité, c'est que l'État, dans le cadre de l'examen en Conseil d'État, va probablement nous retoquer ce blocage-là pour essayer de passer en force. Et on mesure bien qu'il y a des projets qui, aujourd'hui, sont des erreurs d'aménagement dans la mesure où non seulement ils n'ont pas beaucoup de sens, mais où en plus ils sont refusés, rejetés par la population. Et je pense que l'État gagnerait, ce que malheureusement il n'est pas en train de faire, sur quelques sujets comme ça. Écoutez, la région qui elle-même a modifié ses premières versions qui étaient celles issues des demandes de l'État pour tenir compte de la concertation. Après la planification, on peut essayer d'aller regarder du côté plutôt opérationnel. Qu'est-ce que ça donne, l'opérationnel, dans un contexte de rareté foncière ? Actuellement, ça pose vraiment de grandes difficultés qui doivent être levées à l'échelle de l'opération. La chaîne de production aujourd'hui, elle est basée sur une logique linéaire dans laquelle la ressource foncière jusqu'à présent était abondante, avait peu de valeur par rapport à la valeur qui ensuite est produite par l'actif immobilier. Donc avec les enjeux écologiques et climatiques, tout ça va très certainement devoir se refonder, puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est de ménager la ressource locale, de faire avec elle. Donc la manière de produire en linéaire, où on exploite les ressources locales sans limite, va devenir progressivement obsolète. Donc la production urbaine, elle est face à de nouvelles conditions. On a un foncier disponible qui devient rare, plus complexe, parce qu'il y a un existant, et il y a une tension sur l'équation économique, puisqu'il faut financer la production immobilière, d'une part, mais aussi il faut financer des actions en faveur de l'écologie, d'autre part. Donc le montage opérationnel souvent devient actuellement un vrai défi, et parfois les opérations ne peuvent pas se boucler, faute de modèles adaptés. Donc l'enjeu, c'est vraiment de parvenir à transformer les modèles opérationnels pour mieux maîtriser le foncier et pour mobiliser de nouveaux outils économiques et de nouveaux opérateurs. En tant que présidente de l'EPFIF et président de Grand Paris Aménagement, vous êtes certainement confronté à des situations de blocage opérationnel. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques illustrations et comment vous faites, avec quel dispositif vous pouvez trouver des solutions ? Alors, du point de vue blocage, je ne sais pas si l'EPF Île-de-France et GPA sont les meilleurs exemples, parce que ce n'est pas nous qui allons le plus souffrir de blocage. La réalité et la problématique de la loi ZAN de 21 modifiée en 23, comme de la loi Trace, c'est qu'on impose une réglementation qui allonge les délais et fait exploser les coûts. Et qu'à aucun moment, on a adapté nos règles économiques, fiscales, pour permettre d'absorber ces allongements de délais et ces surcoûts qui sont créés. Et quand on crée des allongements de délais et du surcoût, c'est des entreprises ou des Français qui peuvent plus se loger. Et la carence principale des deux lois, c'est à aucun moment de ne s'être intéressé aux conséquences de ce qu'elles créent d'un point de vue financier et économique pour les Français et d'adapter le système.
système. Et la loi ZAN, elle date d'août 2021. Février 2022, la Russie de M. Poutine, qui, d'après, paraît-il, aujourd'hui, est quasiment un bienfaiteur de l'humanité quand on entend le nouveau président américain, attaque l'Ukraine. On connaît une explosion des taux d'intérêt. Enfin, une explosion. On est revenu à ce qu'étaient les taux d'intérêt d'il y a 10-15 ans, à 3-4%, ce qui sont des taux bas quand on prend l'histoire récente sur 40 ou 50 ans, mais enfin on a quand même multiplié par 3 à 4 en l'espace de 6 mois les taux d'intérêt. Donc on a fait exploser le système financier tel qu'il était, le coût de l'énergie et des matières premières a lui aussi explosé, et tout ça est venu se percuter. Et comme à aucun moment on s'est posé la question financière, on a bloqué la construction, on a bloqué l'aménagement, avec des taux de construction en 2023-24 qui sont les taux les plus bas, une crise immobilière qu'on n'a jamais connue. Et en fait, on ne s'est pas posé la question, ou on n'a pas voulu se la poser, de l'adaptation de nos outils en termes de TVA, en termes de... Voilà, on a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait travailler, en termes d'accompagnement des communes, en termes d'accompagnement des opérateurs, qu'ils soient sociaux, privés ou économiques. Après, l'EPF et GPA, c'est deux objets différents. L'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF, il y a un établissement de ce type par région. C'est un établissement public d'État. L'EPFIF est le principal établissement public foncier d'État en France. L'EPFIF n'a pas eu une forte baisse de son taux d'activité. C'est-à-dire qu'on était à un peu plus de 7000 logements produits sur des terrains achetés par l'EPF dans son rôle de foncière publique. On intervient dans les territoires en signant des contrats avec les communes. On s'engage avec les communes pour venir mener des opérations sur leur territoire qu'elles ne pourraient pas mener elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas l'argent. Et on est passé d'un peu plus de 7000 logements produits équivalents sur les terrains vendus par l'EPF à 6800. Donc le niveau de baisse a été assez faible concernant l'EPF. On a assisté à une augmentation de la quote-part en 2024 de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on voit bien la nécessité pour qu'un programme sorte d'avoir une part d'achat en bloc au travers du logement social, au travers du logement intermédiaire. On observe que la part de logements sociaux pour l'EPF a augmenté au sein de cette répartition d'un peu moins de 7000 logements. On est passé un peu plus de 40% de logements sociaux. Parce que s'il n'y a pas cette quote-part d'achat en bloc, les opérations ne sortent pas. Mais l'EPF est resté un outil qui n'a pas eu de fléchissement d'activité. En 2024, on aura exécuté nos budgets en dépenses et en recettes à 100%. On aura réussi à avoir un bilan net en petite couronne où on désimperméabilise sur l'ensemble de nos opérations. Vous voyez, quand on parle du ZAN. Et en fait, comme les communes sont de plus en plus désargentées, que les opérateurs privés sont fragilisés, des outils comme les établissements publics fonciers qui ont une capacité financière et technique à porter des opérations de remembrement complexes, d'achat, de rachat de parcelles quand il y a plusieurs dizaines de propriétaires, de le faire en maîtrisant les coûts, parce que c'est aussi la maîtrise du coût du foncier, deviennent de plus en plus appelés, mais ce qui est aussi le signe de la fragilité des opérateurs locaux. Grand Paris Aménagement, c'est encore un autre sujet. Grand Paris Aménagement, c'est un aménageur, c'est un établissement public d'État, c'est un aménageur public. C'est le premier aménageur public d'Île-de-France et de France. On a des EPA territorialisés en Île-de-France, quand on parle de l'EPA Saclay, de l'EPAMSA, de l'EPL de la Défense, de l'EPA France, l'EPA Sénart, l'EPA Marne, Orsa, et puis un opérateur qui peut intervenir sur tout le territoire francilien, et GPA est en très fort développement actuellement. L'année dernière, vous le disiez, on est environ à 80 opérations actives. Quand on parle d'une opération active, c'est aussi bien une opération qui démarre sur les études préalables qu'une opération qui est en cours de développement. Alors quand on parle d'une opération, en général, c'est 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, parce que l'aménagement, c'est du temps long. C'est pas des choses qui se font de manière brutale et immédiate. C'est des délais extrêmement longs, mais on est sur un développement très fort. L'année dernière, c'est 8 nouveaux territoires d'intervention pour Grand Paris Aménagement. Je pense qu'on en aura au moins autant en 2025, mais là encore, quand des collectivités, des communes ou des intercommunalités
ont recours à Grand Paris Aménagement, c'est pas forcément un signe de bonne santé pour elles. C'est parce que les règles imposées deviennent de plus en plus complexes, que l'économie des projets devient de plus en plus dure à trouver. Et donc, comme vous n'arrivez plus à le porter vous-même, vous vous tournez vers des acteurs qui sont extrêmement costaud, fort et solide. D'où le recours à Grand Paris Aménagement. Après, il y a un sujet dont on ne parle jamais, mais qui, à mon avis, est essentiel quand on parle de l'aménagement, et de l'aménagement en Île-de-France, mais dans le pays également, c'est la question de l'endettement des aménageurs. On a beaucoup parlé de l'endettement du pays. La réalité du paysage de l'aménagement, c'est qu'on est sur des acteurs qui ont un niveau d'endettement colossal. Grand Paris Aménagement est complètement à contre-cycle de ce point de vue-là. À la fin 2025, nous n'aurons plus de dette. On aura soldé intégralement notre dette, c'est-à-dire qu'on sera vraiment... on a une capacité d'endettement, mais on n'en aura même plus. Les 4 principaux aménageurs franciliens hors Grand Paris Aménagement, c'est plus d'1 milliard d'endettement. Mais comment vous expliquez cette différence de modèle ? On a pu le faire parce qu'on avait une structure saine, parce qu'on a réussi à valider nos opérations, que ça a été des dizaines d'années au travers des directions qui sont succédées, d'efforts qui ont été faits. Mais on a aujourd'hui beaucoup d'aménageurs franciliens qui ont vécu à crédit. Avec la question, le jour où le système bancaire voudra vraiment s'intéresser à savoir sur quoi ils garantissent, on peut avoir de très mauvaises surprises en termes d'aménagement en Île-de-France et dans le pays. Faut mesurer cette fragilité-là. Après, il faut aussi mesurer le resserrement de l'aménagement. Les marges brutes des aménageurs, elles se sont très très fortement amenuisées. Comme les marges des promoteurs. Alors beaucoup d'aménageurs, ce qui est le cas de GPA d'ailleurs, se sont lancés dans de la copromotion depuis maintenant 4-5 ans pour essayer de partager les marges promoteurs qui en général étaient plus fortes que les marges aménageurs, mais là encore c'est quelque chose qui se réduit. Donc on voit bien le resserrement et des aménageurs qui ont un niveau d'endettement important, on peut avoir, si on n'a pas une reprise du développement économique, du logement, de la création de locaux d'entreprises, on peut avoir, dans les années qui viennent, un véritable crash des structures d'aménagement dans ce pays. Donc ce que vous dites, c'est que les collectivités, elles n'ont plus les moyens d'investir par elles-mêmes, donc elles se retournent vers des aménageurs qui aujourd'hui, eux-mêmes, sont en difficulté. Alors, on va dire qu'ils vivent à crédit. Vivent à crédit, donc à quelques exceptions près, dont GPA fait partie. Oui, voilà. Alors sur ces aménageurs, il y a des situations différentes. Quand des aménageurs d'État, des EPA, ont des dettes extrêmement importantes, on peut se dire que l'État est derrière et couvrira. Quand on est sur des SEM, la question n'est pas la même. Oui. Non, mais ça pose un vrai sujet. Mais personne n'en parle. Capacité. Mais en termes d'aménagement, oui, pour moi, c'est peut-être la plus grosse inquiétude que j'ai pour les 4 ou 5 années qui viennent. C'est-à-dire qu'on vit sur un rythme et un train de vie qui n'est plus... Le modèle de l'aménagement et de la production de logements est extrêmement fragile, ténu. Et encore une fois, on parlait du projet de loi Trace. Moi, j'ai 2 reproches dessus. Un, c'est le retour en arrière par rapport à des injonctions qui sont des injonctions de survie pour nos territoires, qu'on adapte très bien. Mais on ne peut pas casser le modèle. Moi, je suis un pragmatique. Je toujours considéré que la loi ZAN, elle ne tournait pas telle qu'elle était, qu'il fallait l'adapter. Je pense qu'on va trop loin. Beaucoup trop loin là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne pose pas la question. On recule, carrément. C'est un recul, mais c'est un recul totalement fort. On sort de l'adaptation. Vous voyez, il y a une différence entre adapter, parce qu'on se rend compte qu'il faut mettre un peu de souplesse. Ce qui est fou, je veux dire, par rapport à la connaissance qu'on a aujourd'hui de la vulnérabilité des territoires, etc. Mais c'est la montée de l'extrême droite. Non, mais l'histoire du projet de loi Trace, c'est quoi ? C'est Marine Le Pen qui, dans des territoires ruraux, fait aux européennes, enfin Jordan Bardella à son fringant poulain, plus de 40% dans des territoires ruraux. Et donc, pour beaucoup d'élus nationaux, la question n'est pas celle de l'aménagement, la question n'est pas celle de la protection des terres, mais la question est de se dire, tout ça c'est vécu comme des intrusions parisianistes dans les territoires qui favorisent le vote du Front National et l'arrivée de Marine Le Pen, qui d'ailleurs est totalement opposée aux ZAN, comme l'est à peu près tous les régimes autoritaires
autoritaires qu'elle a pu soutenir ou tous les grands dirigeants comme M. Trump qu'elle a pu rêver de rencontrer et qui n'ont même pas fait l'aumône d'un rendez-vous. On est sur une réponse à une urgence politique ressentie par des élus qui est la montée de l'extrême droite dans des territoires ruraux qui se fait au détriment de l'aménagement et de l'environnement. Mais le vrai sujet qui aurait dû être abordé dans la loi Trace, c'est la question du financement des projets. C'est ça qu'aurait dû être abordé. C'est cette absence, construire sur un terrain déjà existant. Le ZAN, ça ne veut pas dire qu'on ne construit plus, la population augmente. Les gens n'arrivent pas à se loger. Il faut bien arriver à produire. Mais ça veut dire qu'au lieu de le faire sur des terres agricoles, on va plutôt aller travailler sur des friches. Travailler sur une friche, ça veut dire dépolluer, ça veut dire déconstruire. C'est des choses qui durent beaucoup, qui sont plus longues, qui coûtent plus cher. À aucun moment, on s'est posé la question. La TVA est la même. On a le même taux de TVA si on artificialise en extension urbaine ou si on reconstruit sur une friche urbaine polluée. Comment on peut le justifier? Comment est-ce qu'on incite? On ne permet pas. Enfin, vous voyez, on n'a pas créé le modèle économique, on n'incite pas à le faire. Les études environnementales sont les mêmes, durée d'1 an, que vous construisiez sur un champ ou un bois, ou que vous construisiez sur une friche urbaine polluée. On est sur ce type de sujet aujourd'hui. Et en fait, ce qui est le problème de la mise en œuvre du ZAN, personne ne le pose, parce que c'est des questions financières à aller discuter avec Bercy. Par exemple, sur la question foncière, les EPF peuvent être des opérateurs qui... voilà. Une autre question, est-ce qu'il faut réguler le marché foncier ? Est-ce que les collectivités locales ont vocation à refaire de la stratégie foncière, y compris avec peut-être des réserves foncières ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, il faut réguler. D'ailleurs, moi, je plaide à titre personnel pour un encadrement des prix de cession du foncier. Moi, je ne crois pas à l'encadrement des loyers. Par contre, je crois à l'encadrement du prix du foncier parce que c'est le seul élément sur lequel on a une maîtrise dans le cadre de l'ensemble des outils de valeur qui font le prix final pour l'habitant. L'argent, le prix de la banque, les taux d'intérêt, on ne les mesure pas. Le coût des matériaux, on ne les maîtrise pas. Le coût de la norme, on peut, là encore, assouplir un peu les normes des différents terreux. Enfin, on ne va pas se remettre à construire des passoires thermiques dignes des années 50. Donc, on le maîtrise assez peu. Et quand on est dans des zones tendues où on a des surplus-values foncières qui sont faites, là, on le paye, le prix du foncier, quand c'est 20, 25, 30, 35% du coût final, avec un effet de plus-value. C'est totalement dingue. Donc, moi, je plaide beaucoup pour un encadrement du prix du foncier. Alors, le problème, cette politique foncière, outre le fait qu'aujourd'hui, les outils légaux, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il faudrait le créer, au moins dans les zones tendues. Pas forcément partout, mais au moins dans les zones en tension. En réalité, quand on est sur l'arc atlantique, on n'est pas dans la Haute-Marne, vous voyez, sur le prix du foncier. Il y a des territoires où ça se justifie, où ça se justifierait. Alors, l'un des problèmes, c'est que les collectivités, aujourd'hui, n'ont pas les moyens financiers de le faire. Donc, les outils qui peuvent venir, c'est les EPF. Alors, les EPF, c'est des outils qui fonctionnent bien, avec des différences. Il y a des EPF très, très forts et puis d'autres qui sont un peu plus évanescents, si on prend l'ensemble de la carte et de ce qui se fait. Mais pour parler de celui que je connais le mieux, qui est l'EPF francilien, ça suppose 2 choses. 1, nous n'intervenons que dans le cadre de conventions avec les communes ou les intercommunalités. Donc en fait, c'est un échange de gré à gré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'auto-saisir d'un sujet. Il faut encore qu'il y ait au niveau local, au niveau territorial, de la part des maires ou des présidents d'agglomération, une volonté de se dire « je dois maîtriser mon foncier » parce que si je ne le maîtrise pas, il y a des choses qui se feront, mais ça se fera indépendamment de ce sur quoi je me suis engagé auprès des habitants. Donc c'est cette prise en compte qui doit être faite. Et puis la deuxième chose, c'est la question, et là on est un établissement public sous tutelle de Bercy, c'est aussi la question de nos engagements en termes de plan pluriannuel d'investissement. Est-ce que l'État est prêt sur un modèle qui économiquement tient, puisqu'on achète, on revend, mais on a un décalage dans le temps, à lâcher un peu, à autoriser à ce qu'on monte en puissance et à ce qu'on monte en charge. Je pense qu'il faudra le faire, parce que c'est le seul outil public qui a la capacité de le faire, en plus qui est un outil qui économiquement se couvre. Oui, il faudra faire évoluer les EPF, effectivement, dans ce sens. On va parler un peu du logement. Donc la crise du logement, elle n'est pas récente,
Elle date pas du ZAN, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire parfois. Elle s'est amplifiée. Elle s'est amplifiée, mais en tout cas, elle date quand même pas d'hier. Et donc, pour autant, les difficultés opérationnelles qu'on vient de voir ajoutent de la difficulté pour produire des logements abordables, susceptibles de loger les Français dont les modes de vie évoluent. En fonction des territoires, la difficulté de produire est plus ou moins accentuée. Vous venez de l'évoquer. Ces situations créent des déséquilibres territoriaux, des inégalités sociales importantes. Donc, vous êtes un spécialiste de la question du logement. En 2023, vous avez publié un livre aux éditions L'Aube qui s'intitule « L'habitat fait le citoyen », avec un sous-titre « Le logement entre crise sociale et crise environnementale ». Et vous prenez le parti vraiment de placer l'homme au cœur des politiques d'aménagement et du logement. C'est ça votre parti pris et votre point de départ. Donc j'aimerais commencer la réflexion sur le logement par la question du besoin. Vous avez réaffirmé dans l'Osdrifeu qu'il faut un objectif de 70 000 logements par an en Île-de-France. Or, depuis les années 80, le parc augmente régulièrement. On est aujourd'hui à 13 millions de logements a augmenté de 13 millions de logements pour atteindre aujourd'hui 37,8 millions de logements. On est toujours en crise du logement. Donc, est-ce que vraiment le logement, c'est lié à la dynamique de construction qui a été très forte à cette période? Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de 70 000 logements, comme c'est réaffirmé depuis plusieurs années dans le SDRIF? Il faut dire ça aux gens qui bossent et qui dorment dans leur voiture. C'est la réalité de ce qu'on vit dans des secteurs tendus. Alors effectivement, il y a plus de logements aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans à l'échelle du pays. Vous savez, en 1930, avant-guerre, vous viviez à 8 dans une ferme avec 80 mètres carrés. Parce que vous aviez les grands-parents qui vivaient avec les parents, avec les enfants, et on ne divorçait pas. Aujourd'hui, en Île-de-France, on est un petit peu au-dessus des moyennes nationales, mais c'est un couple sur 2 qui divorce. On vit plus longtemps. Les personnes âgées ne sont plus au domicile de leurs enfants. Le taux d'occupation moyen par logement n'a cessé de diminuer. Et effectivement, même si on prend sur un panel temps un peu plus restreint que celui de parler d'avant la Seconde Guerre mondiale, on était à plus de 3 occupants par logement au début des années 80. On est à peine au-dessus de 2 aujourd'hui. Et l'une des réalités de la crise du logement, c'est que le logement ne s'est pas adapté au changement de mode de vie et à l'explosion de la cellule familiale traditionnelle. Un couple sur 2 qui divorce, ça veut dire que pour la famille moyenne avec 2 enfants, si vous n'avez plus un logement, vous en avez 2. C'est une réalité sociologique et démographique. Quand on rajoute à ça le phénomène qu'il est une question d'aménagement national, de perte de vie, de régions qui se vident. Quand on est dans des départements de l'Est, du centre de la France, la paupérisation, les gens qui partent, on le sent. Des communes comme Saint-Dizier, où on essaye de travailler avec le maire de Saint-Dizier et avec Grand Paris Aménagement pour créer des passerelles. C'est des communes avec du logement qui est vide, qui ne se remplit pas, y compris du logement social. Et en sens inverse, des migrations internes qui font que cette métropolisation qu'on vit en France, mais qu'on vit dans le monde entier, fait qu'on a une augmentation de population extrêmement forte dans certains territoires. L'Île-de-France, pour parler là encore une fois de cette région que je connais particulièrement bien, c'était 6 700 000 habitants après-guerre, 12 millions 3 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un peu plus de 80 ans, on a presque doublé la population, avec un taux d'occupation par logement beaucoup plus faible. Donc, changement de cellule familiale, migration interne avec des régions et des départements qui se sont vidés, là où d'autres ont inversement connu des accroissements de population extrêmement fortes. C'est vraiment les phénomènes métropolitains et puis l'arc méditerranéen, l'arc atlantique, où on retrouve ces accroissements de population. Troisième facteur qu'on va retrouver dans les zones tendues, pour le coup, celles où on manque déjà de logements, parce que c'est pas ce qu'on va retrouver quand on est en Corrèze ou en Haute-Loire. C'est la question de la sortie de logements du parc locatif. Sortie qui est due à 2 choses, soit la location touristique, qui est un phénomène qui a pris une explosion, ce qu'on appelle le phénomène Airbnb, quand on est à Paris, quand on est dans la région de Bordeaux, quand on est dans la région de Nice. La sortie d'une quantité importante de logements est absolument
catastrophique pour les personnes qui résident sur place. Alors ça crée des problèmes de cohabitation parce que c'est pas les mêmes modes de vie entre des touristes ou des personnes qui vivent en famille, mais ça contribue aussi à créer cette tension sur le logement. Et puis on a aussi une quote-part de logement qui est achetée uniquement par de l'investisseur qui ne loue plus parce que les conditions de location à la limite peuvent être tellement insécures aujourd'hui que dans prenez certains arrondissements, certains quartiers de Paris, avec des logements qui sont achetés uniquement pour être conservés quelques années et revendus avec une éventuelle plus-value. Et on a cette déperdition-là aussi. Donc oui, aujourd'hui, on manque de logements. Oui, aujourd'hui, on a besoin de logements supplémentaires. Pas partout. Là encore, l'aménagement, c'est de dire ce logement supplémentaire, il y a des régions qui ont quasiment un besoin négatif, qui devraient pouvoir en déconstruire ou en supprimer. Mais on a des régions aujourd'hui où on est en crise du logement extrêmement forte. Il y a quand même depuis de très nombreuses années un effort public, la dépense publique en faveur du logement, qui est quand même considérable. Certains politiques considèrent que cette dépense elle est absolument pas efficace et qu'il faut revenir sur ces dépenses-là. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'argent public qui a été mis sur la table pour développer du logement et pour autant on est toujours à la même situation. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Le logement déjà c'est le seul secteur qui budgétairement ramène de l'argent à l'État. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part de dépenses publiques sur le logement. Mais quand on prend dans les comptes de l'État, dépenses, recettes, le secteur logement rapporte plus qu'il ne coûte. Donc effectivement, il y a de la dépense publique. Après, sur la dépense publique, sur le logement, qu'est-ce qu'on veut supprimer ? Les APL ? C'est-à-dire les choses. Le Pinel a été supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vient plus accompagner la production de logements. Vouloir réduire les dépenses sur le logement, quand on prend le budget logement en termes de dépenses, c'est le logement d'urgence. C'est les quelques aides au logement social qui peuvent rester, qui se sont très fortement réduites tendanciellement depuis 40 ans, ou alors c'est l'accompagnement aux classes populaires et moyennes pour se loger. Ça a déjà été fait avec la RLS, le rabot sur le logement en 2017, maintenant 17-18, c'était Emmanuel Macron, Édouard Philippe à l'époque. Mais vouloir faire des économies sur le logement, c'est le seul poste majeur, c'est qu'on veut raboter les APL. Donc c'est les aides sociales, quoi. C'est ce qui permet à des gens d'essayer de se loger. Et encore une fois, vous savez, moi, vous voyez, je suis un élu dans ma commune de Mency en Grande Couronne. Quand vous allez avoir un studio, on va dire entre 450 à 700 euros selon qu'il est très bien ou qu'il est très mal, avec des propriétaires privés, des agences immobilières qui vous demandent 3 fois le montant c'est de préférence pas de CDD, du CDI ou d'être fonctionnaire. Quelqu'un qui est au SMIC, il ne peut pas se loger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Parce que la dépense publique ne suffit pas, mais on vient de le voir, c'est quand même beaucoup de l'aide à la personne, en fait, au logement à la personne. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut décentraliser ? On a parlé de ça il y a quelque temps, notamment au moment du débat sur la refondation de logement, etc. Est-ce qu'il faut décentraliser ? Qu'est-ce que ça voudrait dire de décentraliser le logement ? Alors, il faut décentraliser, il faut différencier, il faut simplifier et il faut ouvrir tout ce qui peut permettre d'augmenter la production et de favoriser la mise en location par les propriétaires. Voilà, donc quand on a dit ça, on fait aujourd'hui des grandes politiques nationales qui n'ont pas de sens. Par exemple, le calendrier des DPE, vous savez, l'interdiction de location des passoires énergétiques. On applique la même règle dans des régions où on a des milliers de logements vacants et dans des régions où on a des milliers de personnes qui n'arrivent pas à se loger, où on va réduire encore le parc de logements. Le calendrier des DPE en Ile-de-France, à 2034, c'est la moitié des logements qui sont loués aujourd'hui ne pourront plus l'être. On sait de toute façon que le BTP n'a pas les moyens d'assumer ce chantier-là, quand bien même il n'y aurait pas de problème technique et financier. Donc on vient suraggraver la crise avec une réglementation totalement nationale. Qui n'a pas fait de bruit, contrairement aux ZAN, ou très peu. Mais parce qu'on n'est pas encore rentré dans le dur. On commence à la voir qui s'applique. Mais, vous savez, en général, quand vous avez une augmentation d'impôts, les gens s'en rendent compte et commencent à crier quand ils reçoivent la facture, pas au moment où c'est voté. Et les DPE, c'est un peu la même chose. Alors, ça a été un petit peu assoupli parce que les professionnels ont tiré les sonnettes d'alarme, mais on a un calendrier de DPE
qui vient se faire de manière linéaire sur tout le territoire, qu'on soit en crise du logement ou qu'on ne soit pas en crise du logement, et que ce soit justifié ou pas. On met la même règle sur les DPE quand on est à Lille ou quand on est à Marseille. Le DPE, c'est quoi ? C'est lutter contre la production de carbone, donc sur des passoires énergétiques qui font qu'on chauffe plus. Est-ce qu'on a le même besoin de chauffage quand on est à Strasbourg ou quand on est à Hendaye ? Je n'en sais rien, mais enfin, on peut quand même se poser la question et s'interroger. Et de ce point de vue-là, c'est des règlements nationaux qui n'ont pas de sens. Et on est incapable dans ce pays d'adapter nos réglementations. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement aller vers une décentralisation en confiant aux régions, parce que c'est un fait régional, y compris si on cadre. Si le rôle de l'État, c'est de mettre des bornes minimales, maximales, et puis ensuite, c'est aux régions de pouvoir gérer cette question du logement. Donc, oui, il faut décentraliser, et oui, il faut simplifier. Il y a des choses qui ne coûtent rien, qu'on pourrait parfaitement faire. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est d'une complexité absolument folle, qui fait qu'on ne sort pas suffisamment de logements. Vous dites décentraliser au niveau de la région, mais pour autant, le permis de construire, il reste communal. Oui. Et on voit bien quand même qu'il y a assez peu de maires aujourd'hui bâtisseurs tels qu'on l'a envisagé il y a une certaine époque, hein, même si je sais que vous prenez, vous, au contraire, les maires bâtisseurs, mais quand même, c'est une réalité. Il y a certains maires qui ne souhaitent plus du tout, et vous le disiez tout à l'heure en intro, plus du tout construire ou plus du tout élargir le... Voilà. Comment on fait ? Alors, on décentralise, mais est-ce que ce permis de construire, c'est un tabou ? Est-ce qu'il faut peut-être faire passer le permis de construire à une autre échelle ou... Non, je crois pas. Moi, je plaide pour que les régions aient la compétence logement à la place de l'État, pour permettre déjà d'avoir quelque chose qui soit adapté, qui soit personnalisé en fonction de nécessités différentes. Quand on est dans le centre Val-de-Loire ou en Occitanie, qui est la région qui connaît la plus forte croissance démographique, les besoins, les nécessités ne sont pas les mêmes. Donc je pense qu'il faut ça. Ensuite, la deuxième chose, le droit du sol. Pour moi, le droit du sol, c'est le maire, c'est le fait communal. Vous savez, on ne va pas paraphraser de grands auteurs. Si le peuple ne vous plaît pas, il faut dissoudre le peuple. Ça ne marche pas. Et les maires, les élus locaux ne sont que les représentants des Français. Et donc, quand un maire est dans une logique totalement malthusienne, dans une logique égoïste, dans une logique de gélification, c'est aussi parce qu'il a reçu ce mandat-là de la part de ses habitants. Moi, je pense que le problème n'est pas d'aller dire puisque le maire ne fait pas, on va donner au préfet, on va donner à d'autres. On veut quoi ? On veut que ce pays explose, on veut une gilet jaunisation totale de ce pays. Le problème, c'est que les maires, aujourd'hui, n'ont plus d'intérêt, n'ont plus de moyens à construire. On a tellement appauvri les communes depuis 40 ans que pour beaucoup de Français, de nouveaux habitants, c'est pas de nouvelles écoles. C'est-à-dire que c'est partager des services publics à plus. Pendant des années, de nouveaux habitants, avec la taxe d'habitation, la valeur ajoutée qui était créée, c'était plus de recettes pour une commune et c'était un moyen de développer la commune, d'amener des nouveaux services publics pour tous, d'amener un nouveau stade, un nouveau théâtre, bref, d'avoir un cercle vertueux. Depuis 20 ans, à force de taper sur les communes, tout gouvernement confondu encore, à force de réduire les moyens dont disposent les communes et les agglomérations, pour beaucoup d'habitants, ils voient de nouveaux immeubles qui se construisent et ils ne voient pas de nouveaux services publics qui arrivent. Parce que les communes n'ont plus les moyens de le faire. Et là, on a créé vraiment quelque chose de terrible. Puis la deuxième chose, quand on parle du logement social, on demande aux maires d'avoir une politique de logement. On leur refuse d'avoir une politique de peuplement. Quand vous avez des habitants qui habitent dans une commune, qui se disent très bien, vous avez construit du logement social, monsieur le maire, mais les gens qui arrivent, c'est des gens qui viennent de l'autre bout du département, qui n'ont aucun lien avec la commune, aucun lien avec nous, alors que moi, j'attends depuis 3 ans un relogement, et le voisin, le fils de mon voisin, est toujours à domicile à 26 ans parce qu'il n'arrive pas à se loger, qu'il ne peut pas bénéficier d'un logement social. On refuse aux maires d'avoir une politique du logement, une politique du peuplement. La dernière chose qui a été faite, qui est ce qu'on appelle ces techniques, mais la réforme du stock au flux sur les attributions de logement, c'est l'État qui reprend la main, qui vient voler le peu de contingentement que les communes pouvaient elles-mêmes avoir en attribution. Si on veut que les maires construisent, il faut aussi leur permettre d'avoir une politique de peuplement. Oui, mais d'accord, mais dans certains endroits... les communes sont carencées et il y a quand même assez peu d'efforts. Très bien, voyez. Mais il y a peu d'efforts. Quel intérêt à l'avoir ?
Non mais, excusez-moi, construire du logement. Enfin, moi, je suis maire, je l'assume. Je me fais insulter par mes oppositions, y compris les oppositions de gauche. Hein. Vous savez, tous les héritiers de Cécile Duflot, de la loi SRU, c'est les premiers qui vous disent... moi, les dernières municipales, j'avais mon opposant vert qui était avec ses colistiers bedaine au vent devant un immeuble en construction dans le cadre duquel il y avait du logement social. Voilà, son affiche de campagne, c'était ça. Voilà, il faut mesurer quand même ce qu'on a. Construire du logement, et a fortiori du logement social dans des secteurs résidentiels, c'est un coût politique pour un maire. Et les maires, on est sur un mandat, on a de plus en plus d'élus qui sont en souffrance. On n'a jamais eu autant de démissions d'élus. Ce qui est le plus dur à porter, c'est ces injonctions contradictoires avec l'État qui vous coupe les moyens d'un côté, qui vous impose de construire. Donc, quel intérêt de construire? Vous savez que vous allez affronter des difficultés locales. Vous savez que vous allez avoir toutes les oppositions, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui vous diront c'est scandaleux, il faut surtout pas. Y compris si, une fois eux-mêmes aux affaires, ils seraient obligés de faire la même chose que vous. Mais vous savez que vous avez ça. Vous savez que vous n'avez pas de recettes supplémentaires parce qu'il n'y a plus de taxes d'habitation. Et vous savez en plus que quand vous construisez du logement, l'État, au travers des préfectures, ira généralement positionner des gens dans les logements construits qui ne sont même pas les habitants de votre commune. Mais quel intérêt pour un maire de construire? Si on veut que les communes construisent, il faut donner un intérêt objectif aux maires de construire. Dans la vie, que vous soyez maire, boucher charcutier ou chef d'entreprise, quoi que vous fassiez, vous ne le faites pas si vous n'y avez pas d'intérêt. On a méthodiquement, par centralisme démocratique dans ce pays, depuis 40 ans, détruit toutes les incitations à construire du logement au niveau local. Les maires qui portent la construction de logements, ils ne le font pas par intérêt financier pour leur commune. Ils le font parce qu'ils ont une vision de leur commune. Ils le font parce qu'ils considèrent que dans un monde qui est en mouvement, la stagnation, c'est l'équilibre dynamique, c'est comme en vélo, quand vous n'avancez pas, vous tombez. Et les maires qui portent encore cet effort-là, c'est parce qu'ils ont un peu de sens politique, un peu de sens de l'intérêt général et du courage. Ces trois conditions-là, vous ne les avez pas tout le temps, et vous les avez surtout pas tout le temps quand vous n'avez pas d'intérêt objectif à faire. En dehors de la décentralisation du logement, le logement, c'est aussi une politique qui est un peu au carrefour, enfin en tout cas qui dépend d'autres politiques, la mobilité, l'emploi, etc. Est-ce que c'est pas plutôt aussi vers là qu'il faut se tourner, arriver à mieux coordonner les politiques entre elles? Est-ce qu'il y a une piste de ce côté-là? En fait, le problème, c'est que le logement devrait être la politique centrale qui génère les autres, alors que c'est la politique dont on ne parle pas qui subit les autres champs politiques. Vous voyez, le logement, pour moi, comme l'éducation, c'est le seul sujet qui concerne intégralement 100% d'une population. Le logement, que vous soyez jeune, cadre ou personne âgée, que vous soyez super riche ou en situation sociale extrêmement fragile ou classe moyenne, le logement, c'est quelque chose qui vous concernera. Comme l'éducation, c'est quelque chose qui vous a concerné, qui a créé ce que vous êtes et qui permet à vos enfants, à votre famille de se développer. Et en fait, le logement, qui devrait être au centre de tout, n'est plus une politique gérée en tant que telle. C'est une politique où on a quelques règles techniques sur les normes de construction, beaucoup de règles fiscales pour ramener de l'argent à l'État, et qui subit les autres politiques, qu'on parle d'aménagement, qu'on parle d'éducation, qu'on parle de santé, d'offre de soins, de transport, alors que ça devrait être l'inverse. Et quand on mesure que jusqu'à ce gouvernement, avec l'arrivée de Valérie Létard en ministre de plein exercice, ça faisait des années qu'on n'avait même plus de ministre du logement. On était sous un secrétaire d'État rattaché à... Ça montre l'importance que ce pays a accordé au logement pendant des années. On a la chance, au moins, depuis Michel Barnier, et c'était renouvelé avec François Bayrou, d'avoir une ministre du logement qui connaît son sujet, qui a l'agnac, qui a envie et qui est ministre de plein exercice. Bon, ça fait des années que ce n'était pas arrivé. Mais le logement devrait être une politique centrale. Et sur l'Île-de-France, en tout cas, c'est ce qu'on porte. Quand on parle de nos polarités franciliennes, c'est ramener autour du logement, autour de ces polarités, du développement économique, des pôles de transport cohérents avec des rabattements sur ces secteurs-là, ramener des services publics, ramener une offre universitaire, ramener une offre d'études post-bac, une offre de soins. C'est une politique globale, mais qui vient avec du logement. Ce qu'on ne fait plus. On va finir sur votre mandat de maire. Donc vous êtes maire de Mennecy depuis 2011. Les élus locaux sont soumis à de très nombreuses difficultés, vous êtes en train de nous le dire, et des situations irréconciliables, moyens financiers réduits, exigences d'efficacité de la part des citoyens, vous en avez parlé, besoins à satisfaire de plus en plus nombreux,
de plus en plus individualisé, des difficultés opérationnelles croissantes, on en a parlé un petit peu avant. Par ailleurs, l'aménagement du territoire est trop souvent conçu comme un exercice technique, dépolitisé, approprié plutôt par les concepteurs, les planificateurs, opérateurs, etc. Et enfin, vous le dénoncez dans votre livre, les lois, si elles sont justes dans leurs principes, souvent, comme c'est le cas pour la ZAN ou la loi SRU, avec la production de logements sociaux dans les communes, malgré tout, ça s'adapte mal à certaines configurations territoriales. Donc, dans un contexte aussi contraint, quelle est la véritable marge de manœuvre de l'élu local, c'est-à-dire du maire, aujourd'hui? Est-ce que vraiment, vous avez encore des marges de manœuvre pour faire des choses? Beaucoup moins que ce que les gens pensent que nous avons. Quand vous êtes maire, les citoyens pensent que vous avez à peu près tous les pouvoirs. Alors, droit de haute et basse justice, ça, ils ont bien mesuré qu'on n'avait pas. Mais très souvent, les gens pensent que vous avez la main sur tout, que vous décidez de tout, que quelqu'un qui a besoin d'un logement, le maire peut, comme ça, voilà. Et puis, s'il y a une construction qui se fait, c'est grâce ou c'est la faute du maire. Alors que non, il y a un droit qui existe, il y a un droit de propriété qui existe. Voilà. Vous savez, moi, ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille dans les collectivités. J'ai été directeur général de service, directeur de cabinet avant, dans des communes, notamment dans des communes avec des sujets de paupérisation, de restructuration urbaine, d'ANRU extrêmement fortes. Et puis élu et maire dans une commune qui avait 15% de logements sociaux. La loi en impose 25%, donc plutôt résidentiel, avec un déficit légal de logement social et un déficit d'activité. Et j'ai mesuré en l'espace de 25 ans 2 choses. On a paupérisé les communes, et la première chose, quand vous avez quelque chose à faire, c'est est-ce que vous avez les moyens de le faire. Mais on a enlevé les moyens aux communes. Il y a 25 ans, il y avait des réelles marges de manœuvre financières. Aujourd'hui, la plupart des communes sont à l'os. Vraiment, ouais, vraiment. Et puis la deuxième chose, on a tout complexifié. On n'a pas cessé de surrajouter de la règle à la règle, de la norme à la norme. Chaque loi de simplification a abouti à une forme de complexification. Enfin, la dernière grande loi de simplification sous François Hollande, elle a abouti en Île-de-France à créer la métropole du Grand Paris, sans supprimer les établissements publics territoriaux. Enfin, on a rajouté une couche sans se dire est-ce que si on en rajoute une, il ne faut pas en enlever une autre. Alors je dis les EPT, ça aurait pu être les départements. Mais on n'a pas cessé de rajouter de la norme et de la complexification. Et quand vous êtes élu local, si vous n'avez pas une véritable ligne politique, une connaissance technique et une envie extrêmement forte de vous battre pour faire avancer vos dossiers, ça devient la quadrature du cercle aujourd'hui. Et c'est ce qui fait, encore une fois, que à mi-mandat, sur le mandat 2020-2026, on avait eu plus du double de démissions de maires par rapport à ce qu'avait été l'intégralité du mandat 2014-2020 en France. En 2026, on va avoir beaucoup de maires qui ne se représenteront pas dans des petites ou moyennes communes. On va avoir un véritable problème de capacité à assumer ce rôle démocratique. Alors dans les grandes communes, c'est très politisé, il y aura toujours des listes. Quand vous êtes dans des communes de moins de 3 000, moins de 5 000, moins de 10 000, même moins de 20 000, on va vers une paupérisation, un affaiblissement du personnel politique. C'est un vrai enjeu démocratique, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas d'élus pour... qu'il n'y a pas d'élus ou qu'il y a des élus qui n'ont pas le niveau. C'est ça, qui n'ont pas le niveau. Mais en même temps, on paye aussi le fait de ne jamais avoir traité du statut de l'élu, le fait de ne jamais avoir été capable de mettre le holà sur les violences que subissent les élus, de plus en plus fortes, qui ont explosé, moi je trouve vraiment depuis 2020 et les confinements de 2020-21. L'explosion des réseaux sociaux, c'est une mise en cause des logiques d'injures permanentes qui ne sont jamais sanctionnées, jamais poursuivies. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a aucune suite de toute façon là-dessus. Quand vous êtes élu, on vous dira c'est le débat démocratique. C'est quand vous n'êtes pas élu, on peut dire c'est de la diffamation, c'est de l'injure. Quand vous êtes élu, non, c'est le débat démocratique. Voilà, il y a des constructions qui se font, c'est parce que le maire touche de l'argent. C'est le débat démocratique. Vous pouvez le faire.
il y aura rien. Il n'y aura rien. C'est les menaces. Il n'y a pas aujourd'hui de protection de l'élu. L'État ne protège pas ceux qui se battent pour lui. Ce que je dis pour les élus, c'est vrai pour les policiers, pour les gendarmes, pour les pompiers, pour les enseignants, pour les médecins, pour les pharmaciens. L'État ne protège plus ceux qui travaillent pour lui. Quand vous avez ça, une réglementation de plus en plus forte, pas de statut, c'est-à-dire que financièrement, être élu, honnêtement, c'est par là que vous ferez fortune. Quoi qu'en pensent les gens, vous êtes maire d'une commune, vous êtes 2 fois moins payé que votre directeur général des services. Très bien, c'est comme ça. Vous le faites pas pour... Mais quand même, on va vers un appauvrissement du monde électif en général. Et c'est malgré pas une bonne chose. tout, vous êtes maire depuis 2011, vous vous représentez en 2026 ? Je pense, mais je ne me suis pas posé la question aujourd'hui. Je ne me suis jamais posé la question, moi je me la pose 6 mois avant. Oui, je n'ai pas envie avant, parce que quand vous êtes élu, vous prenez un engagement pour 6 ans. Et donc le problème n'est pas de savoir si vous avez envie d'être maire. Vous voyez, quand vous êtes en septembre 25, est-ce que vous avez envie en avril 26, 6 mois plus tard, d'être encore maire ? Est-ce que vous aurez envie de l'être pratiquement 7 ans après ? Et donc c'est quand même une projection. Quand vous êtes maire, vous vous engagez pour une durée, vous vous engagez... c'est comme un mariage. Vous vous engagez pas parce que vous avez envie de passer une soirée avec quelqu'un. Vous vous engagez parce que vous imaginez, vous concevez pouvoir passer votre vie avec. Là, on va dire que c'est un mariage en CDD. Est-ce que vous concevez de pouvoir vous engager là-dessus ? Et je pense que c'est la première chose à faire. Donc moi, j'ai toujours une envie dingue. J'adore ma commune. Je la vis, j'y vis matin, midi et soir. Et oui, si j'ai encore ça en moi dans 7-8 mois, je repartirai. Si je pense que je ne l'ai pas assez, j'arrêterai. On vous suivra attentivement en 2026 pour savoir quelle a été votre décision. Merci infiniment, c'était passionnant, un échange avec beaucoup de conviction et d'engagement, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des élus qui sont passionnés malgré les années qui passent par leur travail. Merci beaucoup, Monsieur Dugouin-Clément, et à très bientôt, j'espère, sur Citizen Vox. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.